Bienvenue à la Maison de la Poésie, où il y a une ambiance, je te dirais, assez étrange, un peu fantomatique, sans public, comme ça. Ce qui finalement n'est pas si mal pour recevoir un écrivain comme Didier Blonde, que j'avais pour ma part découvert il y a maintenant 13 ans, en 2007, je me souviens très bien, avec un merveilleux essai qui s'intitulait Les fantômes du muet, et qui était consacré aux stars oubliées du cinéma muet. Bonsoir Didier Blonde. Bonsoir Grégoire Leménager. Alors, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, publiés pour la plupart chez Gallimard, comme Faire le mort, paru en 2001, Baudelaire en passant, L'inconnu de la Seine, ou encore Leila Mahi 1932, une enquête à la Modiano sur une femme énigmatique qui vous avait valu de remporter le prix Renaudot Essai en 2015. Et alors, ce goût pour l'enquête, mais aussi pour les zones intermédiaires entre la fiction et la réalité, pour les passages secrets entre le passé ou les différentes strates du passé et le présent. Ce sont des choses qu'on retrouve à un état presque chimiquement pur dans votre dernier livre, qui s'appelle « Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature ». Un livre dont le titre résume assez bien l'objet et qui vient d'ailleurs de remporter le tout premier prix ENSI du livre, un prix qui récompense un livre dont le personnage principal est la littérature. Alors ici, pour ça, on est servi, parce que la littérature, elle est partout dans ce carnet d'adresses. C'est le bottin des héros littéraires, hein, de d'Artagnan au Jacques Vintrade, Jules Vallès, en passant par Adèle Blanc-Sec, qui était domiciliée au 43 rue Bézou. Manon Lescaut, pas très loin d'ici. À plusieurs adresses. Oui. Pas très loin d'ici, rue Vivienne. Rue Vivienne, bien sûr. Et le commissaire Maigret, ça vous connaissez par cœur? Oui, bien sûr, c'est 132 boulevard Richard Lenoir. Voilà. On y trouve même un personnage fameux qui a un temps habité tout près d'ici, rue Saint-Martin. Mais ça, je vous laisse plutôt découvrir lequel en écoutant l'apéritif que va nous servir la comédienne Anne Stephens en nous lisant quelques adresses tirées du livre. Bouvard François et Pécuchet Juste. Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. Ils se sont rencontrés sur un banc du boulevard Bourdon, au bord du canal Saint-Martin, par une chaleur de 33 degrés, et forment depuis un couple d'inséparables. Le premier, veuf sans enfant, copiste dans une maison de commerce, venait de son appartement situé au coin de la rue de Béthune, dans le 4e arrondissement, en face du pont de la Tournelle, avec balcon donnant sur la rivière. Le second, célibataire, copiste au ministère de la Marine, 47 ans mais moins leste que son ami sur la question des femmes, habite la rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement. Ils quittent Paris ensemble pour s'établir à Chavignols, entre Caen et Falaise, avec des projets encyclopédiques. Un homme qui dort. Georges Perec, Un homme qui dort, 1967. Personnage anonyme, tutoyé par le narrateur, qui se considère comme la pièce manquante du puzzle. Rue Saint-Honoré, 1er arrondissement, au croisement de la rue des Pyramides. Une chambre au dernier étage, sous les toits, qui est le centre du monde et dont le miroir au-dessus du lavabo est fêlé. Petite araignée attentive au centre de ta toile, tu règnes sur Paris. Tu gouvernes le nord par l'avenue de l'Opéra, le sud par les guichets du Louvre, l'est et l'ouest par la rue Saint-Honoré. Zazie. Raymond Queneau, Zazie dans le métro, 1959. Jeune nièce délurée. En visite à Paris, Zazie est confiée à son oncle Gabriel et sa tante Marceline, à moins que ce ne soit l'inverse après changement de sexe. Dans un appartement situé au-dessus du café-restaurant La Cave, tenu par Turando, propriétaire. Adresse non précisée. Merci Anne pour cet apéritif, qui valait mieux que tous les longs discours que je pouvais faire pour donner une idée de ce qui constitue la matière première de ce livre, de cet inépuisable carnet d'adresses, qui par ailleurs est quand même précédé d'une longue introduction d'une 60aine de pages qui expose de manière très, très fine, très délicate les raisons pour lesquelles les adresses des personnages de fiction sont intéressantes. Alors donc vous avez vu que le personnage qui habitait rue Saint-Martin, c'est-à-dire à 2 pas de la Maison de la Poésie, le numéro n'est malheureusement pas précisé, mais après tout peut-être que c'était ici, c'était donc Pécuchet.
de Flaubert. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages domiciliés dans le quartier? Est-ce que vous avez en mémoire des... Alors, vous me prenez de court, mais comme il y a un index par arrondissement, il suffit de s'y reporter. D'accord. Attendez. Moi, j'ai repéré Eugène Tarpon, par exemple. Oui, un peu plus vers, un peu plus haut. Pas très loin d'ici, donc personnage de Manchette. Il ne donne pas la rue exacte, mais on peut supposer que c'est une rue chaude plus haut, la rue Blondel, je crois. Ah non, Tarpon, oui, si. Près du métro Strasbourg-Saint-Denis. Oui. Alors, il y a des adresses qui sont extrêmement précises, comme donc Maigret, dont je parlais, 132 boulevard Richard Lenoir. Il y en a qui sont plus floues. Vous poussez même le vice jusqu'à intégrer Zazie, dont l'adresse n'est pas connue, ou un personnage anonyme, comme celui de Pérec, un homme qui dort. Combien d'adresses vous avez répertoriées en tout? Là, pour le coup, j'ai pas eu le courage de compter, parce qu'il y en a pas mal, des personnages, en tout cas. Écoutez, je n'ai pas compté. Dans votre annuaire, là. Il doit y avoir... il y a bien 200-250 personnages, parce qu'il y a un peu plus de 200 entrées. Mais certaines entrées... permettent de parler également d'autres personnages. Par exemple, Athos, Porthos et Aramis sont à l'entrée d'Artagnan, pour éviter d'avoir à les rechercher. Il y en a comme ça. Donc environ 250. Comme il y a au moins une adresse par personnage, souvent ils en ont 2 ou 3, voire une trentaine. Avec Fantomas et Arsène Lupin, là, le compteur explose. Donc vous multipliez, je ne sais pas, par facilement 3 ou 4. Quoi. Donc environ 600 adresses. Oui. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce carnet d'adresses? Écoutez, vous imaginez bien que je ne me suis pas décidé il y a quelques années en me disant tiens, je vais faire un carnet d'adresses des personnages et passer en revue toute ma bibliothèque. Non, oui, c'est une longue histoire. Ouais. Longue histoire qui remonte à l'adolescence, en fait. Au début, c'était presque par hasard. J'ai accroché comme ça à une adresse, une adresse originelle. On va y revenir après. Et puis qui m'a comme alerté. Et je me suis mis comme ça à les relever. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai fait comme ça un catalogue, un carnet d'adresses même. Il y en a eu plusieurs. Carnet d'adresses qui servent aux personnes réelles aussi. Auquel j'inscrivais ces personnages. Et puis peu à peu, enfin, en relisant, j'ai complété. Parce que l'adresse est vraiment un certificat d'existence des personnages. Voilà. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est si important dans un roman? Vous écrivez l'adresse à valeur de preuve. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça crée un effet de réel? Pour moi, c'est la touche essentielle pour caractériser un personnage de roman. Ce qui fait qu'on croit véritablement à son existence, parce qu'il y a un effet de réel. La plupart du temps, c'est dans une rue qui existe véritablement, voire souvent avec, c'est encore plus insidieux, un numéro réel, entre guillemets, un numéro de téléphone aussi, et on se dit, sans s'y arrêter en général, qu'il suffirait d'y aller pour bien avoir la preuve. Ça, au moins, ça existe véritablement. Alors, le caractère insidieux, c'est qu'il y a, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches, que beaucoup de ces adresses sont des adresses fictives, sont des fausses adresses, beaucoup. C'est-à-dire par exemple, très vite, j'ai été alerté par les petits bis qui figuraient à un numéro. Alors, il existe évidemment des bis, ça serait trop facile de les repérer comme ça, mais près d'une fois sur deux, le petit bis n'existe pas. Quand on va sur place, on s'aperçoit qu'on passe... par exemple, du 12 au 14, mais que le 12 bis n'existe pas, ou que le 4 bis de la rue de l'Université, où habite le père Thibault de Roger Martin Dugard, n'existe pas. Enfin, il y en a comme ça, beaucoup. Alors, en passant, je m'arrête, je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai dépassé sans m'en rendre compte. Et on a vraiment l'impression que la fiction se loge dans ces interstices du réel. Il y a beaucoup d'autres adresses truquées, des numéros qui sont totalement impossibles. Par exemple, Bellamy habite 142 rue de Constantinople, dans le 17e. Et la rue de Constantinople ne compte pas plus d'une soixantaine de numéros. Donc il y en a, et puis il y a des numéros manquants aussi.
grâce aux travaux d'Haussmann, qui a fait sauter comme ça un certain nombre de numéros, les romanciers en profitent pour loger comme ça, sans qu'on s'en rende compte, des numéros fictifs. Ce qui fait que c'est particulièrement sournois. Parce que quand on veut vérifier et qu'on s'aperçoit que le numéro est fictif, alors qu'il devrait apporter la preuve de la réalité du personnage, ça semble vouloir dire, attention, tout ce que je raconte est fictif, même dans les romans les plus naturalistes. Oui, on est vraiment... Mais c'est ça que vous aimez, vous, c'est de vous retrouver entre deux mondes, en fait, et avec cette idée que nous aussi, on est façonnés par des choses qui viennent de mondes imaginaires, qui sont à l'intersection des deux, et vous baladez là-dedans. Et quand vous dites qu'une adresse est finalement... À vous entendre, un personnage qui n'aurait pas d'adresse, pour vous, vous pouvez pas y croire, quoi. Vous allez même jusqu'à dire, par exemple, que vous citez Stendhal, qui n'aimait pas tellement décrire ses personnages, et vous dites, Stendhal, il lui suffit d'écrire Lucien Leven, 43 rue de Londres, pour que moi je croie à l'existence de Lucien Leven et qu'il s'incarne, quoi. Oui, mais c'est ce que pensait Stendhal aussi, c'est la grande différence avec Balzac, qui lui suffisait ce numéro pour faire croire à la réalité du personnage. Oui. 42 rue de Londres, maintenant, c'est une des sorties de la gare Saint-Lazare. Oui, oui, pardon. Non, ça donne cette... dire qu'il y a... Effectivement, il y a des romanciers qui ne donnent pas les adresses. Alors, je trouve qu'il leur manque un peu quelque chose, mais je le compense par d'autres, évidemment. C'est pour ça que j'ai quand même cité à la fin, comme une sorte de pirouette, Zazie, parce qu'il n'y a pas d'adresse. Il y a beaucoup de romanciers qui ne donnent pas d'adresse. Oui. C'est dommage pour moi. Bon, mais Zazie, elle a une voix, elle a une langue, elle a une façon de s'exprimer. Oui, elle tient sa chair et sa réalité de bien d'autres choses. Très bien. Et cet effet de réel, il fonctionne même si vous n'avez jamais mis les pieds dans la rue en question ou si elle n'évoque rien. Je pense que c'est ce qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Tout le monde. Mais moi, je fais la démarche sur place. Je vais aller à peu près partout pour voir. Parce que Paris, donc la cartographie est parisienne. Pas pour des raisons sectaires du tout, simplement c'est l'histoire de la littérature qui fait que depuis la première adresse, vous parliez de Manon Lescaut, donc 18e, il y a celle-ci, mais surtout au 19e, début du 20e siècle, la plupart des personnages de romans sont passés, ont habité à Paris, même s'ils viennent de loin, ou de province. Donc il y a cette cartographie qui me permet à moi de me déplacer sur les lieux et de me rendre compte ce qu'ils sont devenus. Et voilà. Il y en a beaucoup aussi, on parlait du nombre de personnages qui viennent de très loin, de l'étranger. Tous ceux qui sont en séjour, vous parliez d'Adèle Blanc-Sec, mais il y a Blake et Mortimer qui viennent dans deux de leurs aventures qui séjournent à Paris. aussi des personnages de bande dessinée. Voilà, rue de Louvois. Il y a un personnage de Thomas Mann, Félix Krull. Il y a les personnages d'Henry James dans Les Ambassadeurs. Enfin bon, il y en a. Tant que j'ai pu, j'ai mis ces personnages venus d'ailleurs également, ce qui donne une sorte de melting pot. Mais c'est vrai que c'est parisien. Vous parliez des fantômes du muet tout à l'heure. Alors maintenant, c'était des fantômes de celluloïd, maintenant c'est des fantômes de papier. Mais ils ont en commun d'être, pour moi, c'est ce qui fait de mes passions, cette cartographie parisienne. D'ailleurs, il y a un personnage qui est commun aux fantômes du muet et qu'on retrouve dans les fantômes de papier, parce qu'il a existé immédiatement au cinéma, c'est Fantomas. Ah oui. En même temps que les auteurs écrivaient ces histoires, Feuillade tournait ses aventures dans les rues de Paris. Donc c'est une proie pour l'imaginaire absolument extraordinaire. Oui, vous l'aimez bien, Fantomas. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, ce qui se trouve à l'origine de ce carnet d'adresses. Pour le coup, c'est une adresse que vous avez lue un jour dans un livre et qui vous a ramené vers quelque chose de très personnel. Et on va en parler, mais peut-être qu'on va d'abord écouter un extrait, le passage lui-même. Il faut peut-être dire de quel roman il s'agit. Allez-y, je vous laisse le présenter. Ah oui. Donc il s'agit de mon grand intercesseur, celui qui m'a marqué pour toute mon existence, sur lequel je reviens toujours. Il s'agit d'Arsène Lupin.
Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je lisais l'un des... C'est le bouchon de cristal. Le bouchon de cristal. Donc c'est un passage du bouchon de cristal voilà. qui tout à coup m'a fait sursauter. D'accord. C'est ce passage-là. Lupin sortit d'un carnet une double feuille de papier ministre qu'il déplia et tendit à Daubrec en disant « Voici l'inventaire exact et détaillé avec numéro d'ordre des objets qui furent enlevés par mes amis et moi dans ta villa Marie-Thérèse sur les bords du lac d'Enghien. Il y a, comme tu vois, 113 numéros. Sur ces 113 objets, il y en a 68, ceux dont les numéros sont marqués d'une croix rouge, qui ont été vendus et expédiés en Amérique. Les autres, au nombre par conséquent de 45, restent en ma possession jusqu'à nouvel ordre. Ce sont d'ailleurs les plus beaux. Je te les offre contre la remise immédiate de l'enfant. » Daubrec ne put retenir un mouvement de surprise. « Oh oh !» fit-il, « comme il faut que tu y tiennes. »« Infiniment, » dit Lupin, « car je suis persuadé qu'une absence plus longue de son fils, c'est la mort pour Madame Mergy. »« Et cela te bouleverse, Don Juan ? » ?»« Quoi ?» Lupin se planta devant lui et répéta « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien, rien, une idée. Clarisse Mergy est encore jeune, jolie. » Lupin haussa les épaules. « Brute, va, mâchonna-t-il. Tu t'imagines que tout le monde est comme toi, sans cœur et sans pitié. Ça te suffoque, hein, qu'un bandit de mon espèce perde son temps à jouer les Don Quichotte. Et tu te demandes quel sale motif peut bien me pousser. Cherche pas, c'est en dehors de ta compétence, mon bonhomme. Et réponds-moi plutôt. Acceptes-tu ? » « C'est donc sérieux ?» interrogea Daubrec, que le mépris de Lupin ne semblait guère émouvoir. « Absolument. Les 45 objets sont dans un hangar dont je te donnerai l'adresse et ils te seront délivrés si tu t'y présentes ce soir à 9h avec l'enfant. »« J'accepte, » dit Daubrec. « Très bien. Voici l'adresse de mon hangar, 95 rue Charles Lafitte à Neuilly. Tu n'auras qu'à sonner. » Alors, vous avez lu ça à 12-13 ans. Cette adresse vous disait quelque chose? Ah oui, vous avez eu envie d'aller sonner? Lu comme ça, c'est la première fois que je l'entends lire. Ça me saisit à nouveau. Je l'attendais, là. Oui, parce que donc 95 rue Charles Lafitte, un dépôt de marchandises dérobé par Arsène Lupin. Et il y a une scène là de chantage pour faire pression sur le député Daubrec, un député véreux. 95 rue Charles Lafitte, tout à coup, j'ai été absolument frappé de stupeur parce que j'habitais à l'époque, enfin, j'avais 12-13 ans, à quelques numéros, rue Charles Lafitte. Et j'ai un souvenir très précis encore de ce moment-là, parce que c'est la première fois que je voyais le nom de ma rue imprimé dans un roman comme ça. Et donc là, immédiatement, j'ai cru à l'existence réelle d'Arsène Lupin. Et depuis, j'y crois toujours. Presque, peut-être. Mais c'est justement dans ce presque peut-être que réside toute la force, je veux dire, de ces adresses. Voilà, donc c'est l'expérience originelle. À partir de ce moment-là, ce que je disais, est-ce que c'est moi qui devenais un personnage de roman, Arsène Lupin, je préfère ça. En tous les cas, on se rencontrait dans cette zone indécise qui m'intéresse particulièrement, et je trouve que l'adresse est une sorte de point très précis qui représente cette frontière très fine entre le réel et l'imaginaire. On passe de l'un à l'autre sans le savoir. Et on bascule, on entre. C'est une porte vers ce royaume imaginaire de personnes réelles. C'est aussi une porte qui résiste au passage du temps et des années, parce que entre l'époque où Arsène Lupin a utilisé cet entrepôt et l'époque où vous avez lu cette aventure et ce roman, il s'était passé pas mal de décennies. Et pour autant, c'est ça qui est magique aussi, vous en parlez très bien dans votre introduction, c'est qu'on se retrouve mis en présence. Il y a aussi un télescopage temporel qui se produit avec ces adresses. Et tout votre livre est une promenade qui nous emmène de l'univers de Manon Lescaut, c'est-à-dire au XVIIIe, qui nous amène chez Daniel Pénac, en passant par les romans de Balzac. Et il
il y a aussi ça qui vous plaît beaucoup, qui vous rapproche d'une certaine manière de Modiano aussi, auquel on pense beaucoup quand on vous lit souvent. C'est cette façon d'utiliser de la géographie parisienne pour traverser le temps aussi, pour voyager dans le temps. Oui, parce qu'un numéro, une rue, certains ont changé, mais on peut facilement les retrouver. C'est comme les noms, ils ne vieillissent pas. Nous resterons, nous aussi, une fois morts, grâce à notre nom. Il suffit, on le sait, de prononcer un nom pour tout à coup que la personne disparue revienne, ne soit pas morte. C'est la même chose avec les noms de rues et les numéros, qui dessinent donc toute cette cartographie. C'est vrai que Modiano est aussi quelqu'un d'intéressant pour alimenter ce carnet d'adresses, comme Balzac, c'est un des noms qui revient le plus. Et alors, les époques se confondent. Mis à plat maintenant sur un plan de Paris, on a des personnages d'époques différentes, mais qui se rencontrent ou qu'on peut faire se rencontrer, en tous les cas que moi je rencontre, comme n'importe quel lecteur, en empruntant telle rue. Voilà, une sorte de télescopage temporel, c'est tout à fait ça. Paris est une immense bibliothèque. Balzac disait la ville aux 100 000 romans, mais voilà, ils sont là. C'est ce que j'essayais un petit peu de faire grâce aux index par arrondissement et par rue. On s'aperçoit qu'il y a des rues dans lesquelles il y a un grand nombre de personnages de romans qui habitent, par exemple rue de Varennes, Julien Sorel. Et on peut voir l'hôtel de la Mole, c'est l'hôtel de Castres maintenant. Mais c'est exactement la description, c'est exactement ça. Il y a que le cartouche qui change. Hôtel de Castres, hôtel de la Mole. Il y a Raphaël de Valentin, il y a le baron de Charlus, il y a la veuve du colonel Chabert. Ils sont là, il suffit d'emprunter la rue, avoir un petit peu d'imagination, même ou de souvenirs de lecture pour dire on aurait pu les rencontrer. Toujours sur ce mode-là. Mais les personnages imaginaires ont parfois plus de présence que des personnes réelles. Donc, mise à plat, ça permet comme ça de passer d'un personnage à un autre, d'une histoire à une autre, comme une sorte de grand jeu de société, au fond, une sorte de Monopoly ou de jeu de loi. Et chacun peut se servir de ce carnet d'adresses, ne serait-ce que pour découvrir à côté de quel personnage invisible, mais tellement important, il habite. Bien sûr. Alors il y a un autre usage qu'on peut faire du livre, c'est surtout par ces temps confinés où nous n'avons théoriquement pas le droit de sortir plus d'1 heure par jour pour exercer une activité physique ou faire des courses essentielles. Il y a une autre activité à laquelle on peut se livrer à partir de ce livre, c'est de voyager dans sa propre bibliothèque. Et c'est vrai que, par exemple, on peut regarder dans le livre Où habitait la dame aux camélias, et puis aller récupérer le roman, puis retrouver la page, et du coup rentrer quand même, on avait oublié ça, rentrer dans l'intérieur de l'appartement de la dame aux camélias qui vivait au 9 rue d'Antin. Rue d'Antin. Et c'est l'extrait que va nous lire Anne. Voici comment ces détails sont parvenus à ma connaissance. Le 12 du mois de mars 1847, je lus, dans la rue Laffitte, une grande affiche jaune annonçant une vente de meubles et de riches objets de curiosité. Cette vente avait lieu après décès. L'affiche ne nommait pas la personne morte, mais la vente devait se faire rue d'Antin, numéro 9, le 16, de midi à 5 heures. L'affiche portait en outre que l'on pourrait, le 13 et le 14, visiter l'appartement et les meubles. J'ai toujours été amateur de curiosité. Je me promis de ne pas manquer cette occasion, sinon d'en acheter, du moins d'en voir. Le lendemain, je me rendis rue d'Antin, numéro 9. Il était de bonne heure, et cependant, il y avait déjà dans l'appartement des visiteurs, et même des visiteuses, qui, quoique vêtues de velours, couvertes de cachemire et attendues à la porte par leurs élégants coupés, regardaient avec étonnement, avec admiration même, le luxe qui s'étalait sous leurs yeux. Plus tard, je compris cette admiration et cet étonnement, car m'étant mis aussi à examiner, je reconnus aisément que j'étais dans l'appartement d'une femme entretenue. Or,
S'il y a une chose que les femmes du monde désirent voir, et il y avait là des femmes du monde, c'est l'intérieur de ces femmes dont les équipages éclaboussent chaque jour le leur, qui ont, comme elles et à côté d'elles, leur loge à l'opéra et aux Italiens, et qui étalent à Paris l'insolente opulence de leur beauté, de leurs bijoux et de leurs scandales. Celles chez qui je me trouvais étaient mortes. Les femmes les plus vertueuses pouvaient donc pénétrer jusque dans sa chambre. La mort avait purifié l'air de ce cloaque splendide, et d'ailleurs elles avaient pour excuse, s'il en était besoin, qu'elles venaient à une vente sans savoir chez qui elles venaient. Elles avaient lu des affiches, elles voulaient visiter ce que ces affiches promettaient et faire leur choix à l'avance. Rien de plus simple. Ce qui ne les empêchait pas de chercher, au milieu de toutes ces merveilles, les traces de cette vie de courtisane dont on leur avait fait sans doute de si étranges récits. Malheureusement, les mystères étaient morts avec la déesse, et malgré toute leur bonne volonté, ces dames ne surprirent que ce qui était à vendre depuis le décès, et rien de ce qui se vendait du vivant de la locataire. Du reste, il y avait de quoi faire des emplettes. Le mobilier était superbe. Meubles de bois de rose et de boules, vases de Sèvres et de Chine, statuettes de Saxe, satin, velours et dentelle, rien n'y manquait. Alors, le personnage de la dame aux camélias et 9 rue d'Antin est bien intéressant. C'est mouvant, hein, cette description donc, de la vente aux enchères dans l'appartement de Marguerite Gauthier, parce qu'elle porte ce nom dans le roman, qui est une fiction. 9 rue d'Antin a eu lieu, en fait, elle est morte boulevard des Capucines, 11 boulevard des Capucines, qui est maintenant le numéro 15. Mais Alexandre Dumas, fils, a transposé ça, 9 rue d'Antin. Ce qui est particulièrement insidieux, c'est que Marguerite Gauthier a habité 9 allées d'Antin, et pas 9 rue d'Antin. Et 9 allées d'Antin, l'allée d'Antin, c'est l'actuelle avenue Franklin Roosevelt, pas du tout dans le même coin donc. Mais dans le roman, regardant attentivement, quand le personnage lui rend visite, c'est bien la rue d'Antin qu'on connaît, qui est désignée. Le 9 n'existe plus, maintenant il y a l'avenue de l'Opéra qui passe là. Mais ce qui est quand même très extraordinaire sur ce personnage, donc en dehors de cette 9 rue d'Antin, c'est que tout le monde connaît la dame aux camélias, alors qu'on l'a surnommée, elle s'appelait Alphonsine Plessis, dite Marie Duplessis, actrice, hein, qui est devenue la Violetta de Verdi aussi. Elle est devenue la dame aux camélias après la publication du livre. On s'est mis à la surnommer la dame aux camélias, donc elle est devenue vraiment, enfin, elle a acquis cette notoriété grâce à Alexandre Dumas fils. Puissance de la fiction. Oui, ouais. Et elle est enterrée au cimetière Montmartre. Il y a en permanence, j'habite à côté, en permanence des camélias sur sa tombe. Ce qui fait que la personne qui est enterrée là, c'est pas Marie Duplessis. C'est bien Marguerite Gauthier, la dame aux camélias, un personnage de roman. Voilà un personnage de roman qui a véritablement sa tombe. D'accord. Et alors, vous militez aussi de manière assez presque véhémente, disons, dans votre introduction, pour que des personnages de roman aient leur rue aussi. Vous plaidez pour que, je ne sais plus ce que vous dites, qu'on sorte qu'on les sorte je plaide pour une signalisation de l'invisible. Voilà, il est temps que la ville reconquiert le terrain perdu de son imaginaire. Et donc, vous notez que finalement, il y a assez peu de rues de Paris qui portent des noms de héros de romans. Et donc, il faudra envoyer un exemplaire à Madame Hidalgo très vite pour lui suggérer des idées. Parce que, par exemple... il y en a 3, en fait. Il y en a 3 ? Il y en a que 3 ? Il y en a peut-être d'autres. Ouais. Moi, je n'en connais que 3. Il y a la rue Lucien Leven, qui donne dans la rue Stendhal, mais qui mériterait beaucoup, beaucoup mieux. Non pas de donner à la rue Stendhal, c'est très bien, ça, mais la rue Lucien Leven, vraiment, bon, il mérite plus, disons. Il y a la rue d'Artagnan et la rue Monte Cristo.
Et ce sont des rues qui ont un rapport avec les adresses à la rue réellement Monte occupées par les Cristo, personnages? non, pas se du trouve tout, au non métro Alexandre Dumas. Voilà. C'est la seule justification. Non, pas du tout. Non, absolument rien à voir avec leur domicile réel. Oui, il faut absolument. Donc je plaide pour qu'il y ait une rue qui s'appelle la rue Arsène Lupin aussi. Enfin, je pense que ce n'est pas très difficile, puisqu'à Bruxelles, vous savez, il y a plein de rues qui portent des doubles noms. Il y a la rue Bob-Moran, par exemple. Il a habité Paris, Bob-Moran aussi. Mais il a une rue à Bruxelles. La plupart des personnages de bande dessinée ont donné leur nom à des rues. Bien. Alors, ce passage avec donc l'intérieur comment il dit ça, l'intérieur d'une femme entretenue, qui intéresse beaucoup les femmes du monde et que Dumas nous décrit assez abondamment, ça me rappelle aussi un passage de votre introduction qui est assez détaillé sur l'immeuble où vivait la maréchale, dont Flaubert nous parle dans l'éducation sentimentale. Et là, vous vous livrez à quelque chose d'assez, pour le coup, du point de vue un vrai travail d'enquêteur à propos des... Vous avez essayé de reconstituer quels étaient les habitants... Un travail de fou. Mais voilà, c'est ça, je n'osais pas le dire. Non, mais je l'ai entendu. Combien de fois j'ai entendu dire ça? Mais pourquoi il s'intéresse à ça? Il faut vraiment avoir un grain, quoi. Et c'est vrai, passer autant de temps... Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre? Par exemple, je l'ai fait pour très nombreux... Non seulement j'enquête sur le terrain pour voir l'état des lieux, mais j'enquête dans les archives aussi, notamment à la Bibliothèque nationale, dans le Didot-Bottin ou d'autres annuaires, parce que voilà, on est tous fichés dans les annuaires. Et donc, par exemple, pour Rosanette, le personnage de la maréchale, qui a différentes adresses, mais notamment une 18 rue Laval, qui est l'actuelle rue Victor Massé, dans le 9e arrondissement. À quel étage, vous vous souvenez? Je triche, j'ai le livre sous les yeux. Ouais. Au deuxième étage. Ouais, j'allais dire. Vous savez, premier, deuxième. Ouais. Premier sur entresol, c'était l'étage noble. Donc je vais à la Bibliothèque nationale, je regarde, pour être sûr de ne rien oublier, la date de la fiction du livre, et puis aussi la date de rédaction pour Flaubert. Parce que je me dis, il y a bien une raison. Il n'y a que 3 adresses dans l'Éducation nationale. Quel lapsus. L'éducation sentimentale. 3 adresses. Pourquoi avoir donné ce numéro-là? Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Il n'y a jamais de hasard. Les hasards ne sont pas possibles. Ah oui, ça c'est une des lignes de force de votre introduction. C'est pas possible. L'auteur risquerait de trop bien ou mal tomber, quoi, et d'avoir des réclamations ensuite. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il sait. Et alors c'est là que commence véritablement l'enquête. Pourquoi telle adresse? Donc, avant ça, je vais tout vérifier pour essayer de voir si, au moins dans la biographie de l'auteur, mais également dans les annuaires, les bottins, il y avait quelqu'un d'intéressant à ce numéro-là. Donc, je prends l'exemple de Rosanette, 18 rue de Laval. J'ai relevé sur plusieurs années, comme ça, le nom des habitants. Et je vous assure qu'à force de regarder ça, de faire cette démarche, et vraiment, je suis quand même, malgré ce grain de folie tout à fait sensé, on se laisse véritablement prendre. Et je finis par être étonné de ne pas trouver le nom de Rosanette Bron dans la liste, véritablement. Je finis par croire que, en tous les cas, les autres, ils l'ont connu, quoi. Et je suis sûr que les véritables occupants, en voyant sortir le livre et le 18 rue de Laval comme adresse de Rosanette, en disant mais comment ça se fait, on l'a pas remarqué, quoi. Un peu ce que j'ai éprouvé avec le 95 rue Charles Lafitte. Oui, il y a toujours une raison, une explication qui est à chercher. Il y a des adresses cryptées, quoi. Et évidemment que le 18 rue de Laval est une adresse cryptée comme celle de Madame Arnoux. Il y a 3 adresses. Oui. Alors c'est le début d'un roman là qu'on peut se raconter soi-même. Quelles sont vos hypothèses? Parce que vous dites que, je caricature, je résume un peu, mais vous dites qu'en général, le romancier, quand il choisit une adresse, ça peut être pour faire un clin d'œil à quelqu'un
qui aurait occupé lui-même cette adresse ou elle-même cette adresse. Ça peut être aussi... Qu'est-ce que ça peut être encore? La plupart du temps, le plus simple, c'est de donner sa propre adresse. Il y en a beaucoup qui donnent leur propre Daniel adresse. Pénac, par exemple, a utilisé sa propre adresse pour loger Benjamin Malocène, c'est ça? Voilà, rue de la Folie-Regnault. Oui. Maurice Leblanc. Oui. L'une des adresses d'Arsène Lupin, c'est 8 rue Crevaux, avec un numéro de téléphone qui était l'authentique numéro de Maurice Leblanc. Ouais. Ben, il y a beaucoup qui font ça, ou bien qui donnent des adresses d'amis, avec beaucoup de précautions quand même. Je pense qu'il faut leur demander leur accord. Oui, c'est la solution la plus simple. La plus simple. Alors, pour Rosanette, Madame Arnoux, notamment dans l'éducation dans sentimentale, moi je fais l'hypothèse qui est la plus belle, quoi. Enfin la plus belle, la plus romanesque. Il dit romanesque dans le romanesque. C'est une adresse qui était destinée à une seule personne, peut-être presque à lui-même, une sorte de clin d'œil. Parce que j'ai demandé aux plus grands spécialistes de Flaubert, je peux vous dire, et ils ont cherché. Hein. Personne n'a trouvé dans la biographie de Flaubert. Mais on sait qu'à chacun de ses voyages, quand il venait de croisser à Paris, il prévenait ses meilleurs amis 2 ou 3 jours après être arrivé à Paris. Et pendant ces 2 ou 3 jours, il arrivait, personne n'était au courant, ne savait ce qu'il faisait. Pourquoi? C'était pour rencontrer quelques-unes de ses amies, ses petites amies, pour décharger son goupillon, comme il disait. Ou peut-être pour une histoire qui est, on le sait peu, mais Flaubert était un grand sentimental quand même, et il a eu une passion amoureuse pour Juliette Herbert, qui était la gouvernante de sa nièce, hein, et on sait qu'ils se retrouvaient. Donc je pense que ces adresses sont des rendez-vous amoureux, oui, je pense pour un certain nombre. Donc souvent, il peut y avoir un peu de galanterie derrière une adresse. Il y a même des adresses comme celle qu'on va découvrir maintenant, qui est l'adresse d'une garçonnière. C'est dans Aurélien d'Aragon. Je vous remets rue des Bellefeuilles, proposa Aurélien. Déjà, dit-elle. Déjà, écoute, sois gentil, montre-moi ta garçonnière, ça me fait envie, et je n'ai plus rien à craindre. Si vous voulez, sauf qu'on risque de vous rencontrer. Tant pis, nous nous hâterons dans l'escalier. La maison faisait la proue de l'île Saint-Louis vers Laval, où la rive se termine par un bouquet d'arbres et un tournant solitaire et triste où viennent s'accouder les amoureux et les désespérés. Ils montèrent. Aurélien regardait les guiboles qui se dépêchaient à grimper 4 à 4. Ouais, des jambes pas mal, mais faut rien exagérer. Au 4e, elle s'arrêta, le cœur battant. « C'est ici ?» « Non. » Il y avait là un petit escalier qui prenait de côté et on grimpait encore un étage et demi. Elle se jeta dans l'appartement, la porte à peine ouverte. J'avais une de ces peurs de croiser le prince dans l'escalier. Tu le connais ? Nous nous saluons sur le palier. Elle courait dans les pièces, faisant petite fille. Mais c'est charmant, un vrai pigeonnier, mais charmant. À vrai dire, elle regardait très peu les choses. Elle devait avoir une idée derrière la tête qu'Aurélien devinait dans la pénombre avec un certain ennui. Ouais, non, il ne faut rien exagérer. Il ouvrit la fenêtre basse et dit « Regarde ». Il l'avait poussée un peu sur le balcon. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Elle dit encore avec un coup d'œil vers le sofa beige « Quand je pense à tout ce qui a dû se passer ici », mais sa phrase n'était pas achevée qu'elle eut un cri d'admiration. Le dernier lambeau du jour donnait un air de féerie au paysage dans lequel la maison avançait en pointe comme un navire. On était au-dessus de ces arbres larges et singuliers qui garnissaient le bout de l'île. On voyait sur la gauche la cité où déjà brillaient les réverbères et le dessin du fleuve qui l'enserre, revient, la reprend et s'allie à l'autre bras au-dessus des arbres à droite qui cernent l'île Saint-Louis. Il y avait Notre-Dame, tellement plus belle du côté de l'abside que du côté du parvis, et les ponts, jouant à une marelle curieuse d'arche en arche entre les îles, et là, en face de la cité à la rive droite. Et Paris, ouvert comme un livre, avec sa pente gauche plus voisine vers Sainte-Geneviève,
le Panthéon et l'autre feuillet plein de caractères d'imprimerie difficiles à lire à cette heure jusqu'à cette aile blanche du Sacré-Cœur. Paris immense, et non pas dominé comme de la terrasse des Berbantanes. Paris vu de son cœur, à son plus mystérieux, avec ses bruits voisins, estompés par le fleuve multiple, où descendait une péniche, une longue péniche au bord peint au minium, avec du linge séchant sur des cordes et des ombres qui jouaient à cache-cache à son bord. Le ciel aussi avait son coin de minium. Bon, alors on voit qu'Aragon savait quand même écrire, en passant d'un registre à un autre avec une virtuosité déconcertante. Et puis par ailleurs, c'est un passage où Paris s'ouvre comme un livre, hein, sous les yeux des deux personnages, donc on ne pouvez pas le rater. Vous-même, vous dites que, à force d'enquêter sur les adresses des personnages de fiction, vous êtes mis à traverser Paris comme une bibliothèque, ce qui est une très belle image aussi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce passage précis ? Oui, c'est une super page de description. Ce point de vue, la panoramique sur Paris, tout le monde peut la voir. Peut-être pas en montant au 4e et demi. C'est quai de Bourbon. C'est je disais tout à l'heure qu'il fallait que la mairie de Paris donne le nom de personnages de romans à des lieux parisiens pour montrer cette importance de l'imaginaire. Les mystères de Paris, quand même, c'est les plus grands romans sur Paris. Et là, il se trouve qu'il y a quand même, on voit un effet, parce que au bas de l'immeuble, là, 45 rue de Bourbon, cette vue magnifique, la place s'appelle depuis quelques années Place Louis Aragon. Alors, c'est uniquement parce qu'on est sous les fenêtres d'Aurélien. On voit l'importance du personnage, quand même. Très belle vue. Et à l'intérieur de cette garçonnière, Aurélien a un masque en plâtre de l'inconnu de la Seine, que maintenant on ne connaît plus, mais qui était très célèbre à l'époque. Cette jeune fille qui avait été retrouvée, dit-on, noyée dans les eaux de la Seine, qui servait de moulage pour les peintres et que beaucoup de romanciers de l'époque, auteurs de pièces de théâtre, parlent. Et il est là, et c'est un personnage aussi donc romanesque, on le trouve dans d'autres romans. J'ai fait une entrée à ce nom-là. Et sa demeure, c'est quai de l'Archevêché, qui était la morgue de l'époque. Donc il y a comme ça des renvois. On peut passer d'un roman à un autre, d'un intérieur à un autre, pour trouver des liens, ce qui renforce encore cet imaginaire. Oui, ça vous l'écrivez très bien. Vous expliquez par exemple comment Arsène Lupin vous a conduit un jour chez Proust, et vous expliquez bien que, précisément à cause de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette sorte ces passerelles qui permettent de passer d'une époque à une autre aussi, font que des personnages qui appartiennent à des univers romanesques très différents, par la magie de la topographie, de la géographie parisienne, finissent dans votre imaginaire à vous, par déjeuner ensemble, se croiser, se connaître, etc. Je peux revenir là sur le 95 rue Charles Lafitte. Ah ben oui. Je voulais dire, évidemment, parce que j'ai pas donné l'explication pourquoi le 95 rue Charles Lafitte. Oui, on y revient toujours. Parce que je me suis rendu compte que le dos du 95 rue Charles Lafitte, c'était le 96 boulevard Maillot de l'époque, où habitait Jeanne Leblanc, qui était la sœur aînée de Maurice Leblanc. Ce qui fait qu'Arsène Lupin était voisin de la famille Leblanc. Et en cherchant un petit peu plus, j'ai vu que avait habité là, avant, Montesquieu, le modèle du baron de Charlus. Superbe maison. Donc, voilà comment on passe d'un monde à un autre, de Lupin à Charlus et de Maurice Leblanc à Proust. C'est dans les lieux mêmes. Il suffit de les lire attentivement. Il y a des itinéraires qui conduisent de l'un à l'autre, des échos qui se font des uns aux autres. Oui. Ce qui permet aussi d'abolir certaines frontières entre la littérature
la plus reconnue, la plus considérée comme étant de la grande littérature, comme étant de la littérature qui a inventé des formes narratives, des formes d'écriture. Le cas de Proust est évidemment le plus révolutionnaire qui soit. De cette littérature-là, avec la littérature dite populaire, ultra lisible, donc celle d'Arsène Lupin, pour lequel vous avez une passion sans borne, me semble-t-il, mais aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, pour Fantomas. Et là, on va... J'y tiens beaucoup, là, juste vous redonner la parole, parce que oui, c'est toute une bibliothèque, hein, ce livre, ma bibliothèque. Oui. Je pense que j'ai couvert la plus grande majorité des personnages, disons, célèbres, mais après, il y a des choix très, très personnels, et vous avez raison de le dire, c'est très disparate. J'ai des goûts très, très ouverts, et j'ai toujours lu presque de la même façon, aussi bien Proust ou Henry James, par la réputation d'être un auteur facile, que Lupin, Eugène Sue, voilà, Rocambole, et pour moi aussi important que Swann, et ce mélange des genres, là, des registres, est très important. Oui. Et donc Fantomas, évidemment, est au sommet. Donc Lupin et Fantomas, ce ne sont pas seulement des lectures d'adolescents, c'est-à-dire que ce sont des lectures que vous avez poursuivies, que vous avez faites, refaites, oui. Autant que Proust. Oui, oui. Très bien. Et donc là, oui, on va aller chez Fantomas maintenant, je crois que c'est l'heure. On va chez Juve. Ce matin-là, comme 9 heures venaient de sonner, Jean, le fidèle domestique de Juve, avait éprouvé une vive surprise en ouvrant la porte de l'appartement que le policier occupait désormais au numéro 1 terre de la rue Tardieu. Appartement qu'il avait en quelque sorte conquis sur Fantomas, le jour où, avec son sang-froid extraordinaire, passant à travers une glace, il avait arraché Fandor à une mort qui lui semblait inévitable. Jean s'était trouvé tout bonnement face à face avec son maître, avec Juve en personne. Un Juve calme, flegmatique, et pourtant pressé comme à son ordinaire. « Porte cela dans mon cabinet, allez dépêche, amène-moi tout le courrier et je n'y suis pour personne, sauf naturellement pour Fandor. » Juve n'avait tenu nullement compte de l'émotion que manifestait son fidèle et dévoué valet de chambre. Avec la même tranquillité d'âme dont il eût fait preuve s'il était revenu tout bonnement d'une courte absence, Juve avait traversé son antichambre, gagné la salle de bain et cherché dans la baignoire le délassement nécessaire après une nuit de fatigue et de voyage. Oui, salle de bain, baignoire, je dirais, à l'époque, c'était pas fréquent. Puis téléphone aussi. Donc c'est 1900, le livre a été écrit en 1912-1913. Non, je pense que Juve est un modèle d'homme moderne. Alors il habite là, le 1 terre rue Tardieu. Dans les volumes précédents, il habitait 142 rue Bonaparte. Pour ceux qui connaissent la rue Bonaparte, ça fait aussi que le 142 est un chiffre impossible, mais bon... D'ailleurs, son appartement était très difficile à trouver, nous disent Pierre Souvestre et Marcel Alain. Donc, et là, c'est 1 terre rue Tardieu. C'est intéressant parce que c'est un domicile qu'il a repris, comme c'est dit, à Fantomas. Pierre Souvestre et Marcel Alain, les deux auteurs de ces romans, cette épopée gigantesque, qui fait 32 volumes de 400 pages, habitait au 1 bis. C'est le même immeuble. 1 bis. 3e, 4e étage. Pas ensemble, ils étaient chacun mariés. Ils ont écrit les Fantomas à cet endroit-là. Donc 1 bis. Le bis étant déjà pris, il suffisait d'inventer un terre pour donner l'illusion d'un domicile, d'une adresse réelle. C'est logique que Fantomas habite une adresse qui n'existe pas vraiment. Ça convient bien au personnage. Oui, c'est presque pléonastique. Oui. Alors vous parlez aussi d'un personnage qui présente la particularité d'avoir le même domicile, mais à 2 adresses différentes.
Et vraiment, chacun de ces domiciles étant le clone de l'autre. Vous me ramenez encore à Lupin, c'est vous, oui, là, c'est pas moi. C'est votre livre. Oui, c'est tourne autour de ces Lupin. Romans formidables qui s'appelle La demeure mystérieuse. Lupin enquête donc sur une jeune starlette qui a été enlevée, qui revient, et il finit par découvrir que le propriétaire des lieux se sert de 2 hôtels particuliers. Donc c'est monsieur de Marquis, je crois, qui s'appelle de Mélamar, 2 hôtels particuliers qu'un de ses ancêtres avait fait construire de façon parfaitement identique à 2 endroits différents de Paris. Donc, croyant être à un endroit, en fait, la jeune femme se trouvait dans un autre. Et je trouve ça absolument extraordinaire. La réalité bégaye un petit peu à ce moment-là, parce qu'il a tout reconstitué, jusqu'à la moquette, à l'usure des cuivres, absolument tout. Et comment mieux désigner ce qu'est, je ne sais pas, la fiction devenue réalité, quoi. Il a transformer la réalité en fiction, mélanger les deux. Oui. Bon, on va écouter un dernier texte, alors qui va nous amener vers quelque chose de moins baroque, même si là encore il est question d'une adresse un peu maquillée. Vous nous avez dit tout à l'heure, aucune adresse n'est donnée au hasard. Il y a un passage très très beau dans un livre de Patrick Modiano, qui s'appelle Voyage de noces, qui nous donne l'adresse d'Ingrid Tersen. Je suis tombée sur la vieille coupure de journal qui datait de l'hiver où Ingrid avait rencontré Rigaud. C'était Ingrid qui me l'avait donnée la dernière fois que je l'avais vue. Pendant le dîner, elle avait commencé à me parler de toute cette époque et elle avait sorti de son sac un portefeuille en crocodile et de ce portefeuille, la coupure de journal soigneusement pliée qu'elle avait gardée sur elle pendant toutes ces années. Je me souviens qu'elle s'était tue à ce moment-là et que son regard prenait une drôle d'expression, comme si elle voulait me transmettre un fardeau qui lui avait pesé depuis longtemps, ou qu'elle devinait que moi aussi, plus tard, je partirais à sa recherche. C'était un tout petit entrefilet parmi les autres annonces, les demandes et les offres d'emploi, la rubrique des transactions immobilières et commerciales. On recherche une jeune fille, Ingrid Tersen, 16 ans, 1m60, visage ovale, yeux gris, manteau sport brun, pull-over bleu clair, jupe et chapeau beige, chaussures sport noires, adressées toutes indications à Monsieur Tersen, 39 bis, boulevard Ornano, Paris. Oui, alors Voyage de noces, c'est un roman de Modiano qui est paru en 90, c'est ça. Et cette adresse donnée à ce personnage de fiction, elle cache une autre adresse, et c'est un autre livre de Modiano qui, lui, pour le coup, n'est pas un roman, qui, à mes yeux, est peut-être le plus beau livre de Modiano. C'est Dora Bruder qui l'a publié 3 ans plus tard, c'est ça, en 93, je crois. Plus que ça, non, 97. Enfin, quelques années plus tard. C'est un 3e livre. Il y a eu entre les deux livres, donc ça va être un tout petit peu plus tard. Non, j'ai plus la date. Bon, peu importe. Dora Bruder, mais oui, enfin pour les lecteurs, on le reconnaît à ce moment-là de Dora Bruder, qui s'ouvre par cette petite annonce qui n'est pas exactement la même. Il y a quelques petites modifications, mais qu'on reconnaît, et surtout l'adresse est donc celle de Dora Bruder, 41 boulevard Ornano, dans le 18e. Donc, avant de parler, disons, directement de Dora Bruder, Modiano a écrit ce livre avec un personnage de fiction, Ingrid Tersen, qui est en grande partie inspiré du personnage de Dora Bruder, mais qui est différente, ça ne se termine pas de la même façon. Mais il y a cette adresse. Et comme il ne pouvait pas en parler directement, sans doute par une retenue, une pudeur, il a donné le 39 bis. Et moi, en allant sur place, là encore, je ne me suis pas douté, vu que le 39 bis n'existe pas. On passe du 39 au 41. Mais comment ne pas comprendre que le 39 bis
désigne précisément le 41 qu'il ne pouvait pas donner directement à ce moment-là. Et pour vous, dans ce jeu entre un roman qui est premier et un récit qui donne certaines des clés de ce roman, du coup, qu'est-ce que ça produit comme effet justement sur la réalité du roman lui-même? Est-ce que ça la renforce, cette réalité du personnage d'Ingrid, ou est-ce qu'au contraire ça l'affadit un peu? Comment ça se passe, vous qui êtes quand même un spécialiste de ces allers-retours entre réalité et fiction? Oui, enfin, les deux personnages sont quand même différents. Hein. Il y a des éléments communs, mais non, si on lit dans l'ordre, on a d'abord lu, et je pense que pour lui c'était nécessaire, d'écrire d'abord Voyage de noces, d'inventer d'abord ce personnage pour s'approcher doucement d'Ora Bruder. Non, j'ai relu plusieurs fois Voyage de noces depuis, connaissant Dora Bruder. Le roman ne perd pas, toujours avec le même intérêt, la même passion. Il ne perd pas son intérêt du tout. C'est une sorte de doublure lumière, comme on dit au cinéma. On retombe sur le cinéma. Écoutez, je crois que cette soirée touche tout doucement à sa fin. Tout doucement, c'est pas tout à fait terminé. Donc, je crois que tout le monde aura compris qu'il y a beaucoup d'érudition, mais aussi d'élégance, de réflexion sur la littérature dans ce carnet d'adresses, qu'il y a aussi quelque chose de très personnel, de très intime, de très sensible, parce que finalement, qui est exprimé avec beaucoup de pudeur, hein, parce que finalement, quand vous parlez d'Arsène Lupin, vous parlez de vous, beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'on va terminer et se séparer sur la lecture de quelques pages qui se trouvent dans cette introduction, qui parlent non plus tellement d'une adresse, mais du rôle assez analogue que peut jouer un numéro de téléphone. Et qui va nous montrer aussi que, puisqu'on a lu un peu d'Aragon, un peu de Modiano, on va voir que Didier Blonde aussi, il sait écrire quand il veut. Maillot 25-56. Le numéro résonne toujours en moi comme un souvenir d'enfance, une ritournelle ou une formule magique 1000 fois répétée, qui ne s'oublie jamais et qu'on peut rappeler à volonté pour faire surgir les mêmes images qui se télescopent. Il me suffit de prononcer ce sésame pour revoir tout à coup une enfilade de pièces, des fenêtres ouvertes sur un jardin, entendre des voix qui appellent, se cherchent, des noms, le bruit des clés dans la serrure, celui d'une porte claquant dans le courant d'air et respirer des odeurs de cuisine. Est-ce qu'on reste propriétaire de son numéro de téléphone toute sa vie ? Après leur mort rapprochée, en 1999 puis en 2000, l'un ne pouvant plus se passer de l'autre et bien décidé à se laisser aller à le suivre, il m'a fallu, avec mes frères et sœurs, une année pour faire le deuil de l'appartement où nos parents avaient vécu pendant près de 50 ans avant de nous décider à nous en séparer. Nous l'avions mis en vente d'une manière tellement dissuasive que les visites d'éventuels acquéreurs étaient rares. Même les agents immobiliers avaient compris qu'il faudrait attendre et ne risquaient plus à faire passer de petites annonces. Nous le gardions jalousement inoccupé, en sursis, barricadé derrière ses volets fermés. Bientôt entièrement vidé, sans rideaux, ni tableaux, ni meubles, il n'avait jamais été si grand, avec quelques ampoules nues qui pendaient des plafonds, encore que toutes les pièces n'aient pas même conservé de lumière, et juste 4 chaises autour de la grande table de la salle à manger. C'est là que nous nous retrouvions régulièrement, comme dans un rituel, seuls, sans nos familles respectives, pour dîner d'huîtres et de ce qui nous restait de bouteilles de vin blanc conservées à la cave. Nous nous préparions lentement à quitter définitivement les lieux par ces petites festivités sans frais. À chacune de nos visites, nous ouvrions la porte, puis les fenêtres, comme celle d'une maison de vacances abandonnée pendant de longs mois et à laquelle on rend la vie, nous les refermions derrière nous trop vite dans la nuit en faisant semblant de croire que rien ne changerait. Peu à peu, nous cessions d'être des enfants. Nous ne nous sommes jamais autant parlé. Nos rendez-vous se sont espacés. Dans un coin, faussement oublié au fond de leur chambre,
posé à même le sol, restait l'un des 2 appareils de téléphone. C'était un modèle fixe, déjà ancien, avec encore un cadran à lettres, mais qui avait quand même été équipé d'un des premiers systèmes de répondeurs enregistreurs à double cassette, dont, par superstition sans doute et sans nous être concertés, nous n'avions pas résilié l'abonnement. Il était le dernier fil qui nous reliait encore à ces pièces désertées. 01 42 24 25 56, une adresse parlante. Pourquoi ai-je voulu, en rentrant après une de ces dernières soirées, appeler de chez moi ce numéro inutile? Pour vérifier qu'il fonctionnait toujours? Ou pour faire sonner un appel propre à réveiller les morts que j'imaginais se répercuter dans l'air, là-bas, frapper contre les murs, pousser les portes, emplir tout l'espace et auquel ne pouvait répondre aucun fantôme? Était-ce par une procédure conjuratoire pour y maintenir encore un semblant de vie? Ou m'assurer que je n'avais rien oublié? Peut-être fallait-il que je m'habitue au silence? Il avait beaucoup servi ces derniers mois, depuis que notre mère commençait à refuser de se nourrir et que nous l'appelions plusieurs fois par jour. Mais au bout de quelques instants, la sonnerie qui semblait se prolonger indéfiniment s'est brusquement interrompue. Quelqu'un venait de décrocher et je n'ai pas eu le courage de couper la communication en comprenant soudain ce qui se passait. Le répondeur s'était mis en marche et m'a fait entendre sa voix, sèche et fatiguée, séparée d'elle-même, celle de la faim avant qu'elle ne parte pour l'hôpital, mais celle aussi si distincte et tellement proche malgré les rayures de la bande. Elle demandait, dans une répétition toute mécanique, hésitante et insoutenable, que pendant son absence, on veuille bien lui laisser un message auquel, dès son retour, elle ne manquerait pas de répondre. Ce seront ces dernières paroles qui me sont restées. Dès le lendemain, je suis retournée au 67 rue Charles Lafitte, j'ai débranché le téléphone et retiré la cassette sur laquelle elle n'en finit pas d'appeler. Cette voix, je cherche à la recouvrir depuis toutes ces années en retrouvant en moi celle, muette, d'une enfance, d'un sourire. Au fond de quelle armoire, de quel tiroir s'est-elle perdue? Le temps n'est pas parvenu à l'effacer.